Bonjour à tous et bienvenue sur Nina Co. Donc aujourd'hui, je suis avec l'un des responsables de l'art et de la culture de la capoeira à Marseille. Merci d'être venu. Oui. Maître Pitomba. Alors on dit maître, pourquoi on dit maître en capoeira? Alors, maître, c'est parce que c'est le grade ultime de la capoeira, donc c'est la ceinture noire donc, dans notre école. Donc j'ai reçu le grade de maître après 22 ans de pratique. Bon, aujourd'hui, ça fait 30 ans, mais voilà, à l'époque, j'ai eu 22 ans. Pitomba, c'est ton vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Laesio. Pitomba, c'est mon nom de scène, c'est mon surnom. Pitomba, c'est un fruit brésilien, donc de Fortaleza. Voilà, donc je viens de Fortaleza, la plus belle ville du Brésil. Ça fait 20 ans, en septembre, ça fera 21 ans. Je suis arrivé en France et j'avais 19 ans. Et tu as commencé la capoeira aux alentours de 10 ans. Ouais, j'avais 9 ans, j'allais faire encore 10 ans. C'était en décembre 94, l'année de la Coupe du Monde au Brésil. Tu faisais du foot aussi? Ouais, Parce que normalement le Brésil c'est le foot. je suis toujours passionné pour le foot, j'ai fait aussi le foot, mais la capoeira c'est ma première passion, c'est mon inspiration de tous les jours en fait. C'est une partie de moi ça. Je suis tombé amoureux de la capoeira dès le premier regard. Comment tu es tombé dedans? En fait, j'étais en train de jouer au foot dans la rue avec des copains et un jour j'ai vu un collègue à moi passer avec la tenue de capoeira. À l'époque c'était vraiment plus rare. Et en fait, j'ai suivi mon collègue et quand j'ai vu qu'est-ce que c'était, les gens qui sautaient partout, qui mettaient la tête au sol, qui tournaient. Et donc je me suis dit, c'est pour moi ça. Et voilà, je suis tombé amoureux. Et après, c'était une guerre à l'époque pour pouvoir convaincre mes parents de me laisser faire. Et à l'époque, la capoeira était un peu marginalisée dans le sens que comme c'est un art qui a été oppressé pendant la dictature militaire, pendant l'esclavage. Et donc les gens ne savaient pas trop qu'est-ce que c'était. Donc il y avait ce regard-là malsain envers la capoeira à l'époque. Et donc voilà. Tu as lutté pour quand même en faire? C'était une semaine de pleurs. Tous les jours, pleurer, pleurer. Jusqu'au jour où j'ai convaincu ma mère à venir voir. Et quand elle a vu aussi, elle a tombé amoureuse. Et donc, à partir de là, c'était bon en fait. J'ai commencé à tracer mon chemin dans la capoeira. Ça ressemblait à quoi ton enfance à Fortaleza? Moi, particulièrement, j'ai connu la faim, la misère. Je commençais à travailler, j'avais 9 ans pour nourrir ma famille. Donc, je vendais de la confiture dans la rue, je vendais du maïs, de la viande. À l'époque, c'était très dur, vraiment financièrement. Il y avait moins de violence, entre guillemets, mais la violence sociale, elle était beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Donc, je rentrais de la capoeira, le frigo, il était vide à plusieurs reprises. Hein. Aujourd'hui, les enfants, ils sont gâtés, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Mais mon enfance, elle était difficile, très difficile. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que beaucoup d'enfants, les garçons surtout, travaillent dès 9, 10, 11 ans. Ouais. Et t'es allé à l'école jusqu'à... Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que malgré le fait qu'on était très pauvres à l'époque, mes parents ils ont toujours fait en sorte que j'aille quand même à l'école parce qu'au Brésil c'est pas toute la journée l'école, c'est la moitié de la journée, donc soit le matin, soit l'après-midi. Et donc du coup j'allais à l'école au matin et l'après-midi j'allais travailler jusqu'au soir. Et donc j'ai fini mes études, j'ai eu mon bac, donc voilà, donc j'ai eu beaucoup, mais je suis le seul de la famille à avoir réussi, donc j'ai 4 frères et une sœur et je suis le seul à avoir fini mes études. Et du coup, la capoeira, tu le faisais quand alors? Alors, L'école le matin tous les jours, Tous les jours. de lundi au samedi, la capoeira c'était mon refuge en fait. Une bulle d'air, une bulle tout court pour me protéger des malheurs de la société à l'époque. Vous voyez. J'ai perdu beaucoup. La plupart de mes amis d'enfance, vraiment plus de la moitié, ils sont morts à cause de la drogue, à cause qu'ils ont fait un mauvais choix. Et la capoeira, en fait, justement, grâce à la capoeira, comme j'ai dit au festival dernier, s'il n'y avait pas eu la capoeira, peut-être je ne serais pas vivant aujourd'hui. Je suis même sûr et certain. La capoeira, Voilà, ça t'a elle m'a sauvé. sauvé, comme elle a sauvé beaucoup de personnes. Beaucoup d'amis à moi qui sont en France, qui sont en Europe, qui ont vécu à peu près le même parcours que moi et qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas la capoeira. À l'époque, c'était très difficile. Tu penses que c'était plus difficile dans les années 90 Oui, qu'aujourd'hui? oui. Oui, parce qu'on avait moins d'informations, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il y a beaucoup de choses qui restaient impunies en fait, et des crimes, des trucs comme ça.
Aujourd'hui, grâce justement à les réseaux sociaux, les gens ils peuvent au moins se faire les choses mal et rester impunis, dans le sens de tuer quelqu'un, dans le sens... Bon, il y en a toujours, hein, mais aussi à l'époque, on avait moins de choix aussi pour travailler, donc c'était très dur. Aujourd'hui, quand je retourne 3-4 fois par an au Brésil, je suis content pour eux parce que je vois un changement énorme. Je vois que le pays il a évolué, je vois qu'il y a beaucoup plus de travail. Fortaleza aujourd'hui, c'est la deuxième ville la plus visitée au Brésil, la deuxième destination du Brésil. On perd que pour Rio, malheureusement, parce qu'il y a les statues. Donc les gens ils se déplacent pour aller voir une statue. Mais il commence à voir de plus en plus que Fortaleza, il y a les plus belles plages du Brésil, le climat favorable toute l'année. Et maintenant, beaucoup de gens qui partent pour faire du kitesurf aussi, parce qu'il y a le vent aussi dans les plages. Donc, voilà. Ah, les plages dans le nord-est, elles sont... Il n'y a pas plus belle. Mais je pense que malheureusement, la politique au Brésil est bon, comme partout, c'est un peu difficile, mais au Brésil particulièrement, elle est très sale. Parce qu'ils pouvaient résoudre ce problème-là en 2-2, rien qu'en faisant le même système qu'en France. Le grand problème au Brésil, c'est que les enfants ils vont à l'école une demi-journée, l'autre demi-journée, ils sont largués à eux-mêmes. Donc les parents ils sont obligés de travailler, sinon ils vont crever de faim. Et les gamins, ils sont livrés à eux-mêmes, et c'est là où ils rentrent dans la drogue, c'est là où ils rentrent dans la délinquance. Donc il faut changer ce système-là. Tu es le modèle pour tes frères et sœurs? Bon, le modèle, je ne sais pas, parce qu'on a plein de défauts aussi, hein, on a tous. Mais le modèle de la réussite, oui, après, c'est une autre chose que je porte aussi sur le dos, un fardeau, parce que je suis le plus jeune de mes frères et sœurs, et je suis celui qui doit tout gérer. Pour moi, c'est plus un fardeau qu'autre chose, parce que j'aurais bien voulu avoir les avantages d'être le petit dernier, justement, d'être chouchouté, d'être... voilà. Pourquoi tu gères tout? Parce que justement, je suis celle qui a réussi, celle qui aide toute la famille. C'est triste de dire ça, qu'il a eu la chance. Pour moi, c'est pas une chance d'être loin de son pays. Pour moi, c'est pas... Je tiens à dire que je suis très reconnaissant envers la France. J'adore ce pays qui m'a tout donné. C'est mon pays aussi. Et dans mon cœur, ça sera toujours. Mais pour nous qui venons de notre pays, par choix ou pas par choix, c'est très dur au bout d'un moment parce qu'on se sent, entre guillemets, les fesses entre deux chaises. Parce quand on retourne là-bas, on n'est plus de là-bas. Quand on est ici, on n'est pas considéré. Ça fait 14 ans que j'ai la nationalité française, mais en dehors de la capoeira, j'ai beaucoup d'amis. Et mes amis, c'est toujours tomber l'eau brésilien, puis tomber l'eau brésilien. Et donc, très heureux de mes origines aussi brésiliennes. Mais ça fait un peu mal parce que ici, je suis considéré comme le Brésilien, alors que j'ai la nationalité française. Et au Brésil, je suis considéré comme l'étranger parce que je ne vis plus au Brésil. Et donc ça cause une perturbation au cerveau, dans l'âme aussi. C'est difficile à gérer ça. Pour moi, c'est très difficile. Donc du coup, parfois, j'ai des crises un peu de pleurs parce que je me dis, en fait, je suis de nulle part. Ou j'essaie d'être dans un endroit, mais c'est... Après, au-delà de ça, moi, j'aime beaucoup la France. Le pays restera toujours dans mon cœur. Et du coup, tu es arrivé à quel âge alors en France? Comment tu es arrivé? Pourquoi tu es venu? Alors, je suis arrivé, j'avais 19 ans. Je suis arrivé à l'époque parce qu'il y a eu un échange France-Brésil de capoeira. Et j'ai connu une Marseillaise, une Française. C'est l'amour, hein? L'amour. L'amour toujours. Hein. Pour l'amour, fait de bêtises. Hein. Et donc, du coup, on avait 16 ans, tous les deux, et on est sortis ensemble. Après, elle est rentrée en France, et moi, j'ai resté au Brésil. Et pendant 2 ans, on se changeait des cartes. À l'époque, il n'y avait pas... Tu parles d'un WhatsApp, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et après 2 ans comme ça, on s'appelait une fois par semaine. Elle a décidé de venir au Brésil pour vivre avec moi, donc on est venu. Elle est venue à Fortaleza. Sauf que ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 mois et après sa mère a tombé en dépression et elle nous a demandé de rentrer en France. Donc du coup c'est là où je suis venu. Mais je ne voulais pas du tout à l'époque venir en France. Tu t'étais jamais dit en partant de là-bas, je vais y rester plus de 20 ans? Non, non, non. Pour moi c'était une petite période. Pour moi, dans ma tête,
jusqu'aujourd'hui, hein, quand je vois déjà le temps qui a passé, parce que le temps il passe tellement vite, quand je suis parti de là-bas du Brésil, pour moi c'est ah non, je vais 1 an et après je reviens. Et en fait, ouais, La vie, c'est la vie elle est surprise. passée. Et qu'est-ce que, avec du recul, pour toi, quel a été le plus grand défi, tu penses, en arrivant en France? La langue déjà, Vous parliez quelle langue là-bas? brésilien, le Portugais? portugais, ouais. Donc la langue, quand je suis arrivé en France, je parlais même, je savais dire juste merci, c'était très dur. Paris ou Marseille d'ailleurs? À Marseille, Marseille. Ah, à Paris, je serais retourné au Brésil déjà. Moi, c'est un vrai Marseillais, moi. J'adore Marseille. Je ne pourrais pas vivre en autre ville en dehors de Marseille, en France. La mer. C'est soit Marseille, soit Brésil. Au bout d'une semaine, je me suis dit, ah ouais, donc moi, je ne suis pas venu ici pour... Et donc, j'ai commencé à traduire les chansons de Johnny Hallyday, parce que j'aimais trop Johnny. J'écoutais les chansons, je traduisais, et c'est comme ça que j'ai appris à parler français. Pas de cours, rien? Non. Johnny? Johnny, voilà. Il y avait un ordinateur à l'époque, j'imprimais les chansons, je commençais à demander ça veut dire quoi, ça, et après j'ai commencé à étudier les mots. Tu penses que la France a du mal à inclure les étrangers? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des cas comme ça, c'est des cas vraiment particuliers. Bien sûr, il y a toujours des CON un peu qui sont des racistes, etc., etc. Mais en manière globale, je pense que ça va mieux. Je pense qu'on fait en sorte d'intégrer, parce que c'est important. Hein. Après, il faut que ça soit un effort des deux côtés aussi. Hein. Il faut que ce soit les étrangers aussi fassent un effort. Moi, je parle autant qu'étranger aussi. Hein. Donc, c'est arrivé, c'était dur, parce que je laisse ma couture et je sais que pour les étrangers, c'est pas facile, parce qu'on laisse une couture derrière, etc. On veut la garder. Il faut qu'on la garde, mais il faut aussi s'intégrer sur les deux. Donc, moi, je pense que c'est donnant-donnant. En combien de temps tu t'es senti comme un poisson dans l'eau? Français, marseillais? Quand j'ai eu ma nationalité française. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Pourquoi? Parce que ce jour-là, pour moi, c'est... je me suis rendu compte, j'ai dit, un petit de favelas qui a connu toutes ces difficultés-là, il est arrivé dans un autre pays, mais à 8000 km de distance, il est né dans un pays, il a reçu la nationalité d'un autre. Pour moi, c'est une richesse énorme. Pas n'importe quel pays, hein, la France. La France, c'est le pays que je ne sais pas pourquoi. T'aimes la France, hein? Moi, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais enfant, ma mère elle me disait que c'était la première phrase que je lui dis quand j'ai commencé la capoeira, qu'un jour j'allais connaître la France alors. Et je ne sais pas pourquoi, donc... c'est un pays qui m'a toujours attiré. Après, les Brésiliens admirent la France. Ouais. Et la France au Brésil aussi. Hein. On a beaucoup de chance parce qu'il y a ce lien amical très mais ils fort. voient la hein. France comme tout le monde a réussi, tout le monde vit bien en France. Et il y a quand même ce truc de... Ouais. Et il y a aussi le charme, hein, la France. Les la langue Brésiliens, aussi. les Brésiliens ont toujours... Quand j'étais au Brésil, quand j'y vais, tout le monde dit hein, le français, c'est l'idiome le plus joli. Alors que moi, je trouve le brésilien. Mais le français, c'est le deuxième idiome, la deuxième langue plus belle au monde. Mais le brésilien, pour moi, c'est... Et beaucoup de Brésiliens écoutent des chansons françaises. Beaucoup. Même Slimane, ils ne savent pas qui est Slimane, mais ils écoutent les chansons de Slimane. Non, c'est vrai. Il y a un lien très fort France-Brésil. Cette année, c'est l'année du Brésil en France. Hein. Et donc, tu es prof de capoeira depuis? Alors, donc, j'ai commencé la capoeira en 94, décembre 94. Au bout de 7 ans, j'ai commencé à enseigner. 7 ans que je pratiquais la capoeira. Donc, du coup, ça fait 23 ans. Et t'enseignes... J'étais mineur hein, quand j'ai enseigné. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à enseigner. Ça veut dire que nos gamins qui font la capoeira dans 7 ans, ils vont pouvoir être profs? Ou c'est pas pareil? C'est pas pareil. J'ai fait 6 jours sur 7 ans. Oui, il faut 1 heure par semaine, ils sont déjà fatigués. Ouais. Et là, aujourd'hui, donc tu es prof dans, je crois, Marseille, dans des communes autour de Marseille, mais tu dis que tu voyages dans un peu de partout. L'étranger, ouais. En fait, tous les profs, chaque prof, ils organisent son festival annuel, c'est le passage de grade, c'est ce qu'on a organisé il y a 2 semaines. Et donc, du coup, en tant que maître, je dois y aller aussi pour faire changer la ceinture aux autres élèves à l'étranger, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Hongrie, aux Pays-Bas, partout. Donc vraiment, la capoeira t'a fait vraiment découvrir, t'a permis de faire des choses que tu n'aurais certainement pas pu faire. Et d'ailleurs, c'est une chose aussi que les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte. Quand on est maître de capoeira, quand on est prof de capoeira,
on sacrifie beaucoup de choses pour la capoeira. Donc, on sacrifie du temps et c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Tu as des regrets? Aujourd'hui, je fais plus pareil. Aujourd'hui, j'essaie de faire le moins possible parce que comme j'ai déjà un nom très reconnu au milieu de la capoeira, donc je donne des cours jusqu'au vendredi. Le vendredi soir, je prends l'avion et j'y vais et je reviens le dimanche. Et le lundi, j'ai mon cours à 8h45 dans les écoles. Voilà, tu fais les écoles, hein? Tu interviens dans des écoles. Je donne 35 cours de capoeira par semaine. Plus les week-ends. Plus les week-ends. Et donc là, les prochains 5 week-ends, je suis pris. C'est très dur. Et là, il n'y a pas longtemps, tu as eu une décoration, tu as eu un titre. J'ai reçu le titre de directeur des affaires internationales de l'ABFIP. L'ABFIP, c'est l'Association brésilienne internationale de forces de paix. Donc l'année dernière, j'ai reçu la médaille d'honneur au Brésil par rapport à le projet social que j'ai au Brésil. Donc tu vas nous parler après. Voilà, j'ai parlé. Et donc j'ai été repéré par cet organisme-là qui est attaché à l'ONU. Et donc du coup, ils m'ont demandé de recevoir ce grade pour pouvoir à la suite co-décorer aussi mes confrères capoeiristes avec les médailles par rapport à tout le travail qui a été fait ici de développer la culture brésilienne. Tu es fier? T'étais fier? Ouais, c'était un moment très émouvant. C'était encore plus beau que quand j'ai reçu la nationalité. Encore plus? Oui, parce que recevoir un titre comme ça venant du Brésil, mais aussi reconnu par l'ONU, en fait, c'est merveilleux. Et reçu en France en plus, c'était la cerise sur le gâteau. Hein. Et ta famille était fière de toi? Oui, très fier. Mais je pense que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Je ne réalise pas encore, en fait. C'est vraiment... Il y a des belles choses qui sont arrivées là, cette année. Et tu as une association, Passo a Passo, Voilà. Et une partie des fonds est reversée directement à des associations au Brésil. Ouais. Vas-y, je te laisse Donc, du en coup, parler. j'ai un grand projet au Brésil depuis plusieurs années. Donc, je vais 3 ou 4 fois par an. Et à chaque fois, on amène des vêtements pour les enfants pauvres. J'ai fait des donations des colis alimentaires parce que pour moi, comme j'ai vécu ça, comme j'ai connu la faim, je trouve qu'il n'y a rien de plus douloureux pour un papa, pour une maman, parce qu'aujourd'hui, quand on est papa, en fait, je peux imaginer ce que mon père il sentait. Il n'y a rien de plus douloureux que de voir son gamin avoir faim, en fait, et ne peut rien faire. Et pour moi, c'est inadmissible dans les jours d'aujourd'hui qu'il y a encore des familles qui ont faim. Et donc, un jour, un monsieur, il a changé ma vie. Il m'a donné de l'espoir. Quand j'étais, je ne sais pas si tu veux que je raconte ou pas, oui. mais bien sûr. J'étais en train de vendre de la confiture. Et en fait, j'ai haïssé la vie parce que c'était 24 décembre. Et j'étais en train de vendre la confiture et j'ai commencé à pleurer. J'ai marché et j'ai commencé à dire des mots hyper durs envers la vie, envers Dieu. Je disais, Dieu n'existe pas. S'il existait, parce qu'au Brésil, on est très croyants. Ouais. Hein, s'il existait... Moi, je ne serais pas là le 24 décembre en train de travailler, jamais il y a un cadeau, et machin. Je commençais à dire tout ça et soudain, il y a un monsieur qui a arrêté sa voiture et il a baissé la vitre et il a sorti un cadeau. Il a dit oh petit, approche-toi. Donc il m'a donné un cadeau. Il a dit joyeux Noël, que Dieu te bénisse et tout ça. Et en fait, ce jour-là, ce monsieur, il a changé ma vie parce qu'il m'a donné quelque chose que c'était... les gens, ils pensent que c'est pas important, mais pour quelqu'un qui a la force et le courage, c'est l'essence, en fait, pour le moteur. Il m'a donné de l'espoir, que rien n'était perdu. J'ai demandé pardon à Dieu, je me rappelle très bien, j'avais à peu près 14 ans, 13 à 14 ans, et je me suis mis à genoux, je demandais pardon à Dieu, et je me suis promis qu'un jour, j'allais rendre la monnaie, en fait, qu'un jour, j'allais faire ça pour d'autres personnes. Et c'était le but. Quand je suis arrivé en France, au bout de la 2e année que j'étais là, j'ai commencé avec ce projet qui prend de plus en plus d'ampleur. Et la chose la primordiale pour moi, c'est de ne pas laisser mes petits Brésiliens là-bas, ces enfants-là, crever la dalle, en fait, avoir faim, parce que c'est impossible. Voilà. Je pense que le bien, c'est une chaîne. Bon, je reçois parfois des commentaires des gens
dans le milieu de la capoeira, hein, des maîtres, pas directement mais indirectement, mais quand tu donnes, pourquoi tu montres? En fait, je montre parce que c'est tout d'abord pour rendre compte aux gens qui m'aident avec ce projet, parce que c'est important de dire ce que vous m'avez donné, c'est là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui peut-être c'est la principale, c'est que les gens ils n'ont pas compris que le bien, c'est une chaîne. On partage qu'une des choses mauvaises. Les gens aujourd'hui, c'est un phénomène, c'est de partager des choses mauvaises. On ne partage jamais les bonnes choses. Et le bien, ça doit être une inspiration. Si je n'avais pas eu ce déclic, l'acte de ce monsieur à cette époque-là, peut-être je n'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc, quand on montre des bonnes choses, on peut inspirer aussi des bonnes choses. Les gens, je te dis qu'en montrant, justement, les jeunes ou moins jeunes peuvent se dire, ils donnent, moi je vais faire pareil. Ouais, parce que si chacun fait sa part, on peut changer beaucoup de choses. Malheureusement, les gens ne pensent pas comme ça, mais si chacun faisait un petit peu, on pourrait changer beaucoup de choses. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup de séquelles de mon enfance. Une des grandes séquelles, c'est que je n'ai pas eu d'enfance. Comme j'étais obligé de travailler aussitôt, et donc du coup, je n'ai pas eu d'enfance. Aujourd'hui, c'est une des choses qui me pèse le plus. Parfois, on a des réactions, des actes un peu d'enfant, ou de vouloir s'acheter ça, ou de vouloir tout ça. Comme on n'a pas eu d'enfance, on essaie de rattraper à un moment ou l'autre, où on a ce vide, ce manque. C'est bien que tu en sois conscient déjà. Oui, j'ai mis du temps à me rendre compte de ça. À mes 30 ans, c'est là où j'ai commencé à comprendre que parfois, je me considérais encore comme un adolescent, en fait, parce que c'est normal, hein, j'ai pas vécu, j'ai pas eu d'enfance, aucune, j'ai aucun, je peux avoir 3 ou 4 souvenirs de toute mon enfance, des petits moments bien, le reste, c'est que des choses que je ne souhaite à personne. J'en veux à la vie un peu. À Dieu? Non, pas à Dieu. Je pense que c'est l'homme le responsable de ça. Dieu, il nous a fait tous pareil. Moi, j'en veux à les politiques. J'en veux beaucoup. Et un jour, c'est mon plus grand projet. C'est quand je retournerai au Brésil, je vais me mettre dans la politique. Alors, c'est quoi tes projets aujourd'hui? Parce que tu as fait beaucoup de choses. D'ailleurs, en parlant de ça, donc aux enfants, tu leur as parlé d'une BD. Tu t'es lancé sur un nouveau projet parce que tu veux jamais t'ennuyer. Hein? Tu as peur de t'ennuyer? Oui. Et donc, tu as commencé un projet de BD. Alors, est-ce que tu veux nous en parler? Pitomba, là où tout a commencé, volume 1, parce qu'il y en a plusieurs de volumes. Il y aura 4 volumes, normalement, hein. Parce qu'il y a toujours des histoires. Toujours il y aura peut-être plus que 4? Non, je vais faire 4 volumes. 4 volumes, donc ça, le premier volume, il commence quand j'avais 9 ans, quand j'ai commencé la capoeira. Et le dernier volume, ça va être la corde noire, quand j'ai reçu le titre de maître. T'étais en Europe ou là-bas? En France. Ah. Ouais. J'ai reçu la corde noire, j'étais en France. J'étais la première personne à recevoir la corde noire en France. Tu l'as fait faire en France ou tu l'as fait faire au Brésil? Alors, c'est les artistes brésiliens. Donc, c'est toute une équipe de Fortaleza, j'espère. Fortaleza, oui. De la fac à Fortaleza, d'ailleurs. Ils travaillent à la fac. C'est 4 personnes dans le métier, très responsables. Franchement, ils ont fait un boulot incroyable. Parce que c'était des gens qui font les BD, mais ne connaissaient pas forcément la capoeira. Et quand j'ai vu la qualité des figures de capoeira, je me dis c'est incroyable, ils ont fait un boulot remarquable. Dans la BD, il n'y a que des histoires vraies en fait, c'est justement là où tout a commencé, donc c'est l'aventure d'un petit garçon. C'était important pour toi? Pourquoi? Et pour montrer aux enfants justement la chance qu'ils ont aujourd'hui et pour montrer que quand ils me voient aujourd'hui avec un titre de maître, ils se rendent compte de tout ce que j'ai passé en fait. Et tu vois que tu as marqué Mestre Pitomba. Ouais. Pourquoi tu n'as pas mis ton vrai prénom? Parce que, je ne sais pas, parce que déjà au milieu de la capoeira, il n'y a personne qui me connaît par mon vrai prénom, personne. Il n'y a que ma famille. Mais ça c'est le volume 1, tu n'étais pas encore Maître Pitomba à ce moment-là. Ouais, non, parce que je pense que mon vrai prénom, Laesio, en fait, c'est bizarre de dire ça, mais il disparaît, en fait, il a disparu un peu. Pourquoi? Je ne sais pas, je pense que c'était aussi, pour moi, c'est une façon aussi de me dire, je me libère aussi de cette enfance difficile, de ce monde affreux que j'ai vécu et je garde mon monde de la capoeira. Ça me fait penser à un dessin animé qu'il y avait au Brésil, je ne sais pas si on a en France, le fantastique monde de Bob. C'est un petit qui était dans un vélo et qui s'imaginait dans les trucs de fou et tout. Et en fait, ça me fait penser un peu à ça en fait. C'est mon monde. T'as honte de Laesio? Non, je trouve trop charmant comme moi. Je trouve très gentil. Non, mais ceux qui te connaissent, non, on l'habitude. Non,
Non, je trouve très joli comme prénom, mais voilà, Tu parles pas du prénom. Ça me ramène trop à la vie que j'ai vécue en fait. Tu t'y retrouves dans tes deux prénoms? Aujourd'hui, tu es Pitomba. Ouais, aujourd'hui c'est plus Pitomba. Ça me fait bizarre quand je rentre au Brésil et que ma maman m'appelle la S, la Ezio, mes frères, mes amis. Et en fait, ça me perturbe un peu. J'aurais voulu que les gens m'appellent que Pitomba. C'est ta maman, elle a mis au monde de la Ezio, non? Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, après, on se sent vraiment... Deux personnes, deux univers, c'est un peu difficile. Une réussite derrière un long parcours comme ça, il y a toujours des séquelles. Il y a toujours des blessures de guerre. Il y a toujours une bataille continue. Moi, je vis une bataille continue parce que... Avec toi-même. Avec moi-même, une bataille continue parce que quand je ne supporte pas, je sais pas, j'ai une façon de voir les choses qui est peut-être très différente des autres et c'est pour ça parfois je me demande si c'est normal. Je ne supporte pas de savoir que j'ai réussi, que j'ai des amis là-bas qui sont dans la galère. Quand je rentre au Brésil, je dépense tout mon argent là-bas en fait et je fais avec un grand plaisir et quand je pars avec le cœur en sang parce que je me dis j'aurais voulu faire plus. Est-ce que tu peux pas déjà être content et satisfait de faire ce que tu fais? C'est ce que tout le monde me dit, mais j'arrive pas. J'ai vu un éternel cauchemar dans ma tête en me disant quand c'est que je pourrais faire des choses encore plus importantes, quand c'est que je vais pouvoir justement faire un changement définitif dans la vie des gens que je connais. C'est très dur pour moi. Et si on te répond que en fait peut-être jamais tu pourras sauver tout le monde? Et si déjà tu peux sauver 100 personnes, mais que tu pourras peut-être jamais sauver le monde entier, comment tu te sens? Je ferai comme la chanson de Johnny, on peut juste essayer pour voir. Si c'est tant une souffrance pour toi, tout ça, pourquoi tu as un projet pour le Brésil? Pourquoi tu rentres pas? Parce que je pense que j'ai encore des choses à accomplir en France. Je ne veux pas rentrer au Brésil et galérer, je veux rentrer et structurer et justement pour avec dans les mains des politiques, voilà. Qu'ils utilisent mon nom, parce que c'est ce qu'ils cherchent là-bas. Tous les ans, j'y vais, il y a des gros politiques qui veulent mon aide d'image. Hein. Aujourd'hui, j'ai acheté un local, un terrain de 450 mètres carrés au Brésil et j'ai fait un centre social. Où ça? À Fortaleza, dans mon quartier, au Servi-Luís. Donc c'est ce grand projet et c'est là où ça va être la plus grande bataille de ma vie jusqu'ici, c'est récolter des fonds justement pour construire, parce que j'ai tout donné avec tout ce que j'avais actuellement, j'ai acheté ce terrain et je veux construire un centre social pour justement retirer les enfants de la rue. Quand ils sortent de l'école, qu'ils aillent là-bas, qu'ils aillent dans ce centre pour faire la capoeira, pour faire le karaté, pour faire le judo, pour faire la musique, ou pour passer du temps, pour ne pas rester à côté de la drogue. Parce que le plus grand problème au Brésil, ça a toujours été et aujourd'hui, plus que jamais, c'est la drogue. À terme, un jour, tu aimerais complètement, définitivement retourner au Brésil? Si je rentre dans la politique dans 10 ans, oui. Sinon... Maître Pitomba, président? Non, pas président. J'aimerais juste un poste auquel je puisse venir en aide les gens du quartier. Et la capoeira? Toujours. Tu feras maître capoeira et la capoeira et justement pour aider. Ça, c'est une chose que j'ai jamais compris. Le Brésil a la plus grande richesse dans les mains. La capoeira, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un art brésilien, 100% brésilien. C'est l'activité plus complète au monde, que ce soit dans la motricité, dans la coordination, dans la sociabilisation, dans l'intégration, dans le milieu, soit pauvre, classe moyenne, riche. C'est l'endroit où tout le monde se rassemble et personne n'est plus que personne. Et aujourd'hui au Brésil, il n'y a pas une loi que met la capoeira, entre guillemets, en avant dans les écoles, en fait. Aujourd'hui, les écoles se battent pour qu'on donne des cours de capoeira en France parce qu'ils savent la richesse de la capoeira pour le niveau, que ce soit dans l'aspect physique pour les enfants, mais dans l'aspect mental et au Brésil. Et donc, mon plus grand challenge aussi, quand je serai là-bas, c'est de faire passer une loi de dire non, la capoeira, elle est notre patrimoine, il faut qu'elle soit intégrée dans les écoles. Et donc, j'imagine qu'il y a peut-être plus de cours de capoeira à Marseille qu'il y en a dans... Ah oui, oui. Oui.
Bon, après, c'est pas que la capoeira au Brésil, hein, donc il n'y a pas karaté, il n'y a rien. En fait, ils font rien dans les écoles, les petits, ils font rien. On les donne un ballon, ils passent leur vie à taper sur un ballon. Donc, je ne comprends pas, en fait. Si on veut justement éduquer d'une autre façon, parce que ce n'est pas que les cours à l'école qui vont donner... c'est l'éducation à un enfant, à un adulte. La capoeira, comme un art martial, comme le karaté, comme le judo, comme le jiu-jitsu, aussi à ce côté éducatif aussi en fait. Hein. C'est important, c'est un complément. Et cette BD, on peut la retrouver où alors s'il y en a qui sont intéressés? Que par toi? Ou par toi, hein, donc vous pouvez lui demander. Tu l'as pas mis sur Amazon? Pas encore. Pourquoi? Parce que je t'avoue que j'étais loin de me douter le succès que j'allais avoir. Oui, il n'y en a donc, plus là. Il n'y en a plus, voilà, j'ai tout vendu. Il me reste 2 ou 3, mais voilà, j'ai déjà une grosse commande qui a été passée, que d'ailleurs je retourne au Brésil en juillet pour chercher. Et voilà, donc c'est normal au début, on a un peu peur, etc. Donc j'ai vendu. Tu n'avais pas confiance en toi alors? Ouais. C'était plus un test? C'est toujours comme ça, hein. J'ai toujours ce petit manque de confiance. Mais comme je disais, c'est des séquelles. Hein, c'est peut-être pas Pitomba ça, du coup. Ah ouais, c'est peut-être les yeux qui surface. Si tu avais une baguette magique, comment elle serait ta vie aujourd'hui? Aujourd'hui, si tu pouvais changer quelque chose? J'aurais changé des erreurs que j'ai fait un peu au passé, des bêtises, des petites bêtises. Mais sinon, je pense que tout est écrit en fait. Ça a été écrit que je vienne ici. Mais je remarque que j'ai été destiné de venir ici pour pouvoir aider ces gens-là. Si tu avais un dernier message à passer, ce serait quoi? Le dernier message, c'est que c'est une chose que j'ai appris avec le temps. C'est que l'être humain, en fait, on a le pouvoir d'accomplir des belles choses, de faire le bien. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait que pointer du doigt. En fait. Et je pense qu'utiliser les réseaux pour le bien, pour partager le bien, c'est plus important que critiquer les gens. Aujourd'hui, les gens passent tout leur temps à critiquer, à pointer du doigt. Tout le monde a des défauts, tout le monde commet des erreurs dans la vie. Et ça, c'est pas le plus grave en fait. On est des êtres humains. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre et de faire le bien en fait. Parce qu'on peut toujours se racheter. Il y a des gens qui commettent beaucoup d'erreurs, ils pensent de toute façon j'ai fait que des mauvaises choses dans ma vie, mais je pense qu'on peut toujours se racheter. La vie c'est ça en fait. Dans ma religion, je le sais très bien que Jésus-Christ a pardonné les 2 personnes qui l'ont trahi. Alors imagine-nous, hein, on est des simples mortels. C'est pour ça qu'il faut pardonner, même l'impardonnable. Eh oui, c'est important. Merci. Merci à toi.